Donc l'expérience dont je vais vous parler, alors c'est sur une expérience donc, de digitalisation du processus de vente. C'est plutôt en format retour d'expérience, c'est-à-dire depuis 2012, digitalisation de ce processus qui a pris à peu près 18 mois, 24 mois. Comment ça s'est passé, quels sont les écueils que nous avons rencontrés, quelles sont les difficultés que nous avons eu à surmonter. Alors, il va s'agir notamment de signature électronique sur tablette, et donc j'aime bien rappeler ce fait. On a déjà signé sur tablette il y a très très longtemps. Alors, nos compliance officers ne prennent pas ça pour un argument valide malheureusement, mais ça indique quand même quelque chose, c'est que la signature de l'individu a changé au travers des années et qu'elle a pris plusieurs formes. D'abord avec un burin, ensuite avec un cachet et une bague, ensuite avec un gribouillage à la plume, et ça a évolué. Aujourd'hui, moi je pense que nous sommes à l'aube d'une nouvelle transformation qui est une signature plutôt digitale. Voilà, et donc c'est dans cet accompagnement-là que je trouve assez passionnant que j'ai replacé le contexte de cette mission. Projet lancé, objectif clair, on doit rendre ce processus efficace et fun, améliorer l'expérience client. Définir donc des axes d'amélioration, des points qui permettent de mesurer le point de départ, le point d'arrivée. Bien entendu, on est câblé process, donc on commence par le processus d'acquisition. On commence par ça, c'est la base, on sait faire ça, il faut absolument qu'on commence par ce qu'on connaît. On a redécrit une énième fois le processus d'acquisition de compte. On se les refait étape par étape, en identification les points de rupture, donc 2 points de rupture majeurs, un juste avant la signature, c'est-à-dire ce qui se passe avant, c'est on choisit le produit, qu'est-ce que je veux acheter, je viens avec un besoin et donc il faut que je trouve le produit qui matche mon besoin. Je fais la découverte client avec mon agent et je donne les différents documents que j'ai besoin de donner. Sur cette base, un contrat m'est fait avec une tarification qui m'est propre et j'arrive à un contrat qu'il faut signer. Et donc cet acte de signature souvent est un moment de rupture. Le client se dit, bon, je vais en parler à mon époux, à mon épouse, et je vais voir si elle est d'accord, comment on peut faire, voilà, ou bien je vais prendre la nuit pour réfléchir. Voilà. Point de rupture. En général, nécessite un deuxième rendez-vous. Si l'agent il est en général objectivé là-dessus, il faut qu'il signe dans le même rendez-vous. C'est important pour lui. Il faut qu'il fasse un one-time shop, one-stop shop. C'est un de ses enjeux. C'est assez difficile. Et ici, il y a un point de complexité puisqu'il y a un temps de réflexion souvent demandé. Une fois qu'on signe, il y a le versement du premier versement, qu'on appelle paiement, mais en fait c'est vers son propre compte. Et donc c'est un acte fort puisqu'il y a un déplacement d'argent, c'est quand même sensible. Les gens ne savent pas si ça va arriver sur le compte, etc. Ils ont un doute. Bon, donc il y a quand même un sentiment client qui est assez fort à ce niveau-là. Et ensuite, il envoie tout cela à la banque. Et là encore, point de rupture, il faut que la banque le reçoive. Alors ça paraît évident, mais il y a quand même des sujets de perte de chèque, on les connaît dans les processus, il y a des sujets de perte de convention de compte. Voilà, les banques ont leur propre sujet interne, je dirais, à traiter, et c'est normal, toutes les banques l'ont, voilà. Et puis il y a bien entendu l'étude back-office, avec bien entendu les itérations en cas de documents incomplets, potentiellement frauduleux, des choses à traiter, à regarder, toute cette étude back-office, puis l'encaissement du chèque et la fabrication carte. Voilà un petit peu le processus avec donc les itérations et donc des KPI qu'on mesure assez classiquement. Le taux de transformation et le taux d'incomplétude sont des critères clés en général que l'on regarde sur ce processus-là qui permettent de savoir combien de rendez-vous on a au début et combien de comptes ouverts on a à la fin. Et puis le taux d'incomplétude, c'est-à-dire combien de fois on part dans la boucle d'itération. Et puis ensuite, l'efficacité du ciblage marketing, combien de refus, si on va vers des gens qu'on ne veut pas, en fait on refuse trop, donc ça c'est un critère aussi, est-ce qu'on est bon en ciblage. Et le PNB par client, ça c'est une banque, elle n'est pas là pour faire, donc elle va regarder si c'est des clients rentables, bien entendu. Donc c'est aussi quelque chose qui est regardé par le banquier. Voilà, l'expérience client, délai total, je vais insister plutôt là-dessus, de plus de 3 semaines, l'objectif c'était de passer à moins de 3 jours. Voilà, c'était très ambitieux. C'était ce qu'on nous a demandé de faire. Et le taux d'appel anxieux, on a vu plus de 2%, on voulait réduire à moins de 1,5%. Voilà.
C'était les deux points principaux par rapport à l'expérience client. Les autres KPIs également devaient être améliorés avec donc des différents objectifs qui étaient fixés. Bon, je vais rentrer dans les enjeux et les difficultés que nous avons rencontrées sur ce projet de manière plus concrète. Donc il y a d'abord la signature électronique. Donc une fois qu'on a dit on fait la signature électronique, c'est vite dit. Bien entendu, quand on commence à parler de signature électronique dans une entreprise, personne n'est d'accord. Alors la direction juridique est totalement contre. Non, ça ne prouve pas l'existence de la personne physique. La législation n'existe pas encore. Alors en 2012, elle existait assez peu. Enfin, il y avait là, ça vient de changer. Là, mais c'était le cas. Et il n'y a pas de jurisprudence, ou s'il y en a, elle est plutôt en défaveur des banques. Donc non. Les risques, pareil. S'il y a un risque de fraude systémique, donc c'est compliqué, on ne peut pas gérer la signature électronique. Non. La direction des opérations, elle dit, oulala, vous allez encore me rajouter un processus, j'ai déjà 40 modes opératoires à gérer, vous allez m'en rajouter encore 10, non. Et la conformité, elle est contre, parce que les documents qu'on peut télécharger, notamment même, peuvent être touchés par Photoshop. Donc il y a une problématique de conformité des documents qui sont téléchargés. Donc tous ces points d'arrêt, évidemment, on se tourne vers l'IT, on se dit super, vous allez m'aider les mecs. Bon, eux, ils arrivent avec une espèce de panel de solutions large comme ça, et on comprend rien, c'est difficile de se dire laquelle je choisis, comment je vais faire pour résoudre mon bousin. Alors, obligation de rentrer quand même dans le détail. La signature vocale, par exemple, ça a l'air de marcher, ça pourrait résoudre un certain nombre de choses au niveau légal. On l'a rejeté pour des raisons d'expérience client. On se dit, si le client, pour signer, il doit dire « Allô, je m'appelle un tel et je signe mon contrat », on se dit, d'un point de vue d'expérience client, c'est bizarre. Il y a des banques qui l'ont choisi, donc c'est pas idiot, ça marche, mais ça fait une expérience client un peu particulière. L'empreinte digitale, il y a des no-go légaux, juridiques. La reconnaissance faciale, pareil, on n'a pas le droit. Alors en Suisse, par exemple, elle est autorisée sur certains aspects, pas la signature de contrat, mais sur des logins, par exemple. Mais en France, c'est un non. Et puis ensuite, il y a donc le scellement technique, le cryptographique, donc la signature au format vraiment hachage et au redatage, avec un scellement du PDF et un échange de tokens. Cette signature, elle est très technique, mais elle fonctionne. Et c'est celle-ci qu'on a finalement choisie, qui répond aux besoins, qui permet d'avoir, en termes d'expérience client, une expérience proche d'un achat sur Internet avec 3D Secure. Vous savez, vous achetez, on vous demande de confirmer un code par SMS. Là, c'est un peu pareil, vous signez et vous recevez un SMS, vous devez confirmer avec un SMS. L'expérience client est similaire, c'est quelque chose qui est en train de passer dans les mœurs en termes d'Internet, donc c'est quelque chose qu'on s'est dit, bon, ça peut marcher, on y va. En 2012, on s'est dit que ça pouvait marcher. Au niveau du back-office, on a eu d'autres soucis. Bon, la signature électronique, elle ne permet pas de gérer l'existence physique et l'existence virtuelle, mais pour des produits d'épargne et des produits de compte, avec peu de risque de crédit, ça a finalement été accepté. Et c'est en train de passer dans les mœurs dans la plupart des banques. Il y a plusieurs banques qui essaient de se positionner sur le sujet. Donc c'est quelque chose qui est en train de fonctionner. Sur les produits de crédit, c'est pas encore prêt. On n'a pas une solution qui est encore adaptée à cela. Le risque de crédit est trop fort. Voilà. Peu de gens vont dire non, arrêtez de me verser des intérêts sur mon livret, c'est pas moi qui ai signé. En gros, c'est ça le risque auquel on fait face. On comprend qu'il y a peu de chances que ça se produise. Les gens sont plutôt contents d'avoir des intérêts sur leur livret. Donc, on est passé sur le sujet du livret. Et donc, dans le back-office, on s'est rendu compte pendant le projet qu'il y avait un certain nombre de sujets de clarification des règles. C'est-à-dire que ces pièces manquantes, c'est pas toujours clair quel document on doit donner. Pour 80%, c'est clair. Passeport, les bulletins de salaire, les loyers. Mais pour des tas de gens, c'est pas clair en fait. Un artisan, un personnel non salarié, un chômeur, c'est pas toujours clair. Et les règles peuvent différer d'une personne en back-office à l'autre parce que ce manque de clarté est comblé par un besoin de répondre au client qui se présente. Madame Bidule, elle est là devant moi, il faut que je réponde, la règle n'est pas claire, ben j'adapte. Donc, une fois qu'il faut coder ce que plein de gens ont dans leur cerveau dans un moteur de règles, d'un seul coup, c'est plus possible, il faut clarifier. Donc là, on a fait un certain nombre de sujets de rationalisation des règles, clarification des règles, et également des choix. C'est-à-dire que lorsqu'on est certaines professions, on n'a pas fait la signature électronique. On l'oriente vers un processus papier. Donc ça se voit pas beaucoup parce que 80% des gens sont orientés vers la signature électronique, mais
Voilà, ça a été un des choix projets. On ne peut pas répondre à tout, on va commencer par faire ce qu'on sait faire. La conformité des photos. On a eu des cas en production, on a fait un dry run en Friends and Family, comme on dit, et donc on a des gens qui avaient déjà dématérialisé leur carte d'identité, et donc le processus sur smartphone, ils ont pris la photo de leur écran PC sur lequel ils avaient affiché le PDF. Voilà. Quand on reçoit ça en back-office, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est pas valide? On n'en sait fiche rien, en fait, et c'est compliqué à résoudre comme cas. Donc, obligé de se pencher sur le sujet avec la conformité et potentiellement de redemander au client un nouveau document. On s'est rendu compte également que la gestion des pièces non conformes, c'est-à-dire il est dans le cas de pièces manquantes, c'est pas automatisé aujourd'hui. Alors on a tenté plein de fois de l'automatiser, en général ça n'a pas marché, c'est trop compliqué. Lui il a besoin de celle-là, 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 mais il met plus de 10 000 €, donc il faut aussi ça, ensuite machin, et c'est trop compliqué. Donc en général c'est à la mano, quelqu'un dans un document Word, et c'est traité comme ça, pas trop tracé, c'est imprimé sur l'imprimante à côté ou parfois en centrale si on est bien organisé, mais c'est des processus qui sont encore assez manuels. Automatiser ces processus-là est quelque chose qui a été en général trop difficile à faire. Et là, d'un seul coup, si on lui dit « vous signez sur la tablette et puis ensuite vous me renvoyez une photocopie que je vais scanner moi dans mon usine de scan et vous me l'envoyez par courrier », l'expérience client, là encore, elle n'est pas fluide, il y a une sorte de décalage. Est-ce qu'on peut améliorer cela ? Enfin, le dernier point qui nous a trahi, c'est l'infrastructure. Faire véhiculer autant d'informations entre un portail web et le back-office tout de suite, en fait, de manière immédiate, eh bien l'infrastructure de la banque n'était pas prête à cela. On a eu des problématiques à résoudre assez idiotes finalement, du type lorsque quelqu'un est en train de télécharger sa pièce d'identité, son copain qui est en train de faire un virement doit attendre. Bon, évidemment, c'est inacceptable. Et donc, d'un point de vue infrastructure, il a fallu se poser des questions pour résoudre ça, parce que c'était évidemment pas tolérable d'avoir ce genre de problème. Voilà. Sur le primo-versement également, on s'est posé des questions. Le premier versement, il y a dans le texte, c'est écrit noir sur blanc, le chèque. Le chèque permet un contrôle a priori. C'est-à-dire que si je ne veux pas encaisser ce chèque, je n'encaisse pas ce chèque, les fonds ne sont pas partis du compte. Dans tout autre mode de paiement, les fonds partent et arrivent donc, et je les contrôle une fois qu'ils sont arrivés. Et ça, c'est un problème parce que dès lors que la banque a capté les fonds, même si après elle dit non, je ne les veux pas, c'est trop tard, la législation considère qu'elle a blanchi l'argent. Et donc la banque se pose un gros problème de cela. Donc par exemple, les paiements par carte, il faut savoir qu'il y a un pourcentage de cartes qui permet de masquer l'origine des fonds. Alors le pourcentage de circulation de ces cartes, c'est à peu près 1%, mais c'est en croissance par exemple. Donc c'est un point de vigilance par exemple pour la plupart des directions des risques. Et donc le premier versement par carte peut être refusé pour ce cas-là. En virement, on peut faire un certain nombre de traitements et le virement est traité par les différentes places. Donc on a pu, grâce notamment à notre partenariat avec BNP, à faire en sorte que le virement perçu ait déjà été blanchi, enfin anti-blanchi plutôt, avant d'arriver. Oups, vite fait. Vous avez compris comment j'ai financé mon projet ? Voilà, donc on a pu, grâce à cette astuce, le faire. C'est plus compliqué pour une première banque, une banque chef de file, c'est plus compliqué parce qu'elle doit se poser la question pour elle-même. Voilà. Et donc voilà, nos résultats et nos conclusions, parce que je crois que je dépasse le temps. Voilà un petit peu l'architecture qu'on a mise en œuvre. On a réussi à mettre en œuvre les différentes briques, donc un CRM adapté, la signature électronique, le module de gestion des documents qu'on a dû faire à part pour des raisons d'infrastructure et qui permet de faire un échange client sur un canal dédié. Bien entendu, il y a la couche au milieu qui permet de regrouper l'intégralité de la vision client pour que le client n'ait qu'une seule vision et non pas plusieurs. Et le paiement qui vient directement s'adosser à nos moteurs bancaires, avec donc une fluidité, puisqu'on a fait par exemple le processus d'ouverture de compte entièrement sur smartphone, avec donc prise de photos qui se lisent automatiquement, qui permettent de voir les informations contenues. Il y a une complétude à faire quand même manuellement, donc il doit quand même saisir des informations. Il prend les photos des documents sur son smartphone. Ça arrive directement dans le back-office.
Le back-office, avec son workflow, est capable immédiatement de voir la demande, de faire le lien entre l'AGED, la gestion électronique des documents, et le CRM, les informations clients. Il y a des scores qui peuvent être précalculés selon ce qu'on demande. Par exemple, il y a des moteurs qui peuvent donner la validité de la carte d'identité. C'est quasi instantané. Et donc, assez rapidement, le back-office est concentré uniquement sur les tâches à valeur ajoutée. L'indexing, scanning, il ne s'en occupe plus. Il ne fait que l'étude. Et il peut donner une réponse en une vingtaine de minutes avec les principes 4 yeux. Back-office donne une réponse en une vingtaine de minutes. Et donc, ça permet au client d'avoir une réponse son SMS une demi-heure après avoir commencé ses photos dans son smartphone. Donc, il y a vraiment un effet wow pour le client. Donc, voilà nos conclusions. On a réussi à faire un processus presque real-time, en 30-35 minutes, à condition qu'il y ait le staff en back-office, évidemment, sinon voilà. Dans les faits, on est plutôt à 2 heures aujourd'hui pour ces raisons de staffing. Et on ne reçoit des dossiers que complets, avec bien entendu des photos mal prises à retoucher, etc. Voilà. Et donc on est en capacité de traiter les dossiers immédiatement, avec des problématiques de discussion entre le back-office et le client, qui là aussi pourraient faire l'objet d'un autre débat. Voilà un petit peu les conclusions que nous avons. Enfin, voilà. Merci beaucoup.